Bonsoir, bonsoir. Je vais remettre l'image vers moi. Bonsoir, bienvenue tout le monde ce soir à notre série de webinaires avec Alpha Universe. Ce soir, on va parler sur un très bel nouvel appareil qui est sorti il y a quelques mois, qui a fait quand même un petit buzz, donc le Sony A1, et qu'on va faire ensemble. On va parcourir ensemble ce voyage avec le photographe Marc Aladef qui a pris le temps de bien tester l'appareil pour nous et de bien s'amuser avec et de prendre des photos. Euh, je m'appelle Simon Vallard, je suis Project Manager chez Sony et je m'occupe de tout Brand and Activation, tout ce qui est activation et événementiel, et aussi les webinaires que j'organise avec mon collègue Francis. Et ensemble avec nos ambassadeurs Sony, on essaye de vous raconter des histoires et de nous montrer nos expériences qu'on a avec les objectifs et les caméras de Sony. Bonsoir Marc. Bonsoir, donne-moi encore 30 secondes. Encore 30 petites secondes. Mais voilà, je vous souhaite déjà tous une belle soirée. Et merci de participer. Merci à tous les participants de nous suivre. Si vous Voilà, avez voilà. des questions, n'hésitez pas surtout de demander dans le Q&A. Et pour les gens dans le Facebook, n'hésitez pas surtout à demander des questions dans les remarques et on va essayer de vous les répondre dans le temps bien choisi. OK. Bonsoir Marc. Oui, 30 bonsoir. secondes pour passer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était effectivement les portraits de rue avec le Sony Alpha 1. Euh, tout ce que je vais vous raconter peut en fait s'appliquer à la plupart des boîtiers de la gamme Sony Alpha, hein. Ça peut être du AC3, R3, R4, etc. Mais je mettrai en avant ce que l'Alpha 1 apporte en plus euh, par rapport aux autres boîtiers dans ce cadre de portrait de rue. Mais 80% des conseils ou des remarques sont applicables un peu partout. Donc, même si vous n'avez pas le Alpha 1, la plupart de ces conseils vont être d'application. OK. Allons-y. Donc, on va commencer par ici. Donc, comme vous le savez, l'Alpha 1 est le meilleur, je dirais, des boîtiers chez Sony. Ses grandes particularités concernant, je dirais, plutôt la partie portrait, c'est effectivement une rafale extrêmement élevée, le fait qu'il n'y a aucun bending en obturateur électronique, même avec des lumières artificielles dans la rue, etc. Ce qui va permettre de faire de la photo dans des conditions de lumière difficiles en toute discrétion, et le fait qu'il recalcule la mise au point 120 fois par seconde. Ce qui va permettre d'avoir des rafales, même avec des très très grandes ouvertures, comme du f1.2, f1.4, avec une précision chirurgicale. Ça, c'est un peu les points forts que les autres n'auront pas. Et une efficacité de l'IAF qui est la meilleure pour l'instant parmi toute la gamme alpha. Donc, voilà les quelques chapitres que j'avais prévus. Donc, un petit mot sur les optiques idéales pour le portrait. Les réglages boîtier pour les portraits. Le contact avec les passants va être votre modèle dans la photo de rue. Quelques petites remarques sur les conditions lumineuses en rue, le cadrage, et après la plus grosse section qui sera sur des exemples de photos que j'ai réalisées avec différents objectifs. Alors, d'un point de vue optique, je dirais, on parle du 35 mm au 135 mm pour du portrait, majoritairement, mais on sait également faire du portrait avec du 14 mm, du portrait un peu plus créatif avec des angles très larges pour des grands groupes ou pour de la photo d'action ou de portrait d'action, et jusqu'au 600 mm si nécessaire.
Personnellement, je privilégie les focales fixes, ce qui me permet d'avoir des portraits avec des beaux flous d'arrière-plan. Mais il est tout à fait possible également d'utiliser des zooms f2.8, un 24-70 ou un 70-200 mm de 1.8 sont bien entendu tout aussi bons si vous êtes plutôt zoom que plutôt que focal fixe. Donc voilà un peu la panoplie de focales que j'utilise. Hein, principalement les Sony G Master, les 24, 35 et 50. J'utilise également pour l'instant un Sigma 85. Le 100 STF, qui est un 100 mm qui apporte un flou d'arrière-plan très spécial. Je vous montrerai ça dans les photos d'exemple. On peut également utiliser le 90 macro, le 105 macro pour de la photo de portrait, avec vraiment là une précision extrêmement élevée. Et bien entendu, l'objectif roi pour la photo portrait de rue, c'est le 135 mm 1.8 et un 70-200 2.8 aussi à avoir dans sa besace. Voilà un peu pour les différentes optiques recommandées. Je ne sais pas si déjà là, il y a des questions. Je ne vois pas encore des questions qui arrivent, mais n'hésitez surtout pas à poser des questions. C'est le moment, c'est pour ça qu'on organise ces webinaires et ces moments pour être ensemble. Okay. Donc, pour tout le monde donc n'hésitez pas. On est là pour des questions, on est là pour résoudre et vous aider à évoluer dans votre type de photographie et les boîtiers. Ok. Alors, pour les réglages boîtier, et la plupart de ceux-ci, là, il n'y a rien de très spécifique au Alpha One. Je me mets en AFC, donc AF continu. Pour les boîtiers qui disposent du tracking, donc A1, A7S3, A7R4, A7C, etc., je prends en général un flexible spot large avec le tracking. Donc, je commence, je fais même, je le mets au centre. Je fais un premier appui sur le déclencheur à mi-course. Le tracking commence. Et après, je refais mon recadrage ou mes rafales. Et donc, c'est comme ça que je travaille la plupart du temps. Bien entendu, avoir le IAF pour les humains activé. Hein. Parfois, on dit, tiens, ça ne fonctionne pas, mais on a parfois laissé le IAF pour les animaux. En mode rafale, 30 images par seconde, c'est un peu trop pour du portrait, même pour une personne qui court. Donc, en général, si je prends quelqu'un qui est en train de danser, de courir ou de faire le fou, 10 images par seconde, pour moi, est un bon compromis. Et en général, j'active le mode silencieux quand je fais de la rafale pour ne pas effrayer les gens. Il y a des centaines de photos qui sont en train d'être prises ou pour de la prise de vue discrète si les personnes ne savent pas qu'elles sont prises en photo. Par contre, pour de la photo avec quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un à qui on a demandé de faire une photo, il vaut mieux ne pas se mettre en silencieux parce que c'est assez dérangeant pour les gens. Les gens ont l'habitude d'entendre un clic pour savoir que la photo a été faite. Si c'est silencieux, ils se demandent ce qui se passe, ce qu'on est en train de faire. Donc, si on a abordé quelqu'un pour faire une photo, si on fait une photo d'un ami, d'une amie, il vaut mieux enlever le silencieux. On peut rester en électronique, mais laisser le petit bruit d'obturateur électronique pour indiquer à la personne que la photo est prise, qu'elle peut changer de pose ou autre. Alors, la vitesse, surtout sur les capteurs fortement pixelisés, 42, 50 ou 61, il faut utiliser au moins 1/250e de seconde, même si le sujet est statique. Les capteurs sont tellement pixelisés, à partir de 42 millions de pixels, qu'à 1/125e, on n'aura pas quelque chose de super net. Donc, il vaut mieux monter. Par contre, sur un 24 millions de pixels, en A7C, 1/125e suffit, par exemple. Par contre, si la personne court, est en train de marcher en pleine rue, il faut au moins un 500e et de préférence même un millième si on est dans des bonnes conditions lumineuses. Donc, n'oubliez pas pour ça
de travailler avec la fonction ISO-auto, vitesse minimum d'obturation, et de la régler sur une de ces valeurs-là. Alors, quelque chose de très important aussi, le choix de l'ouverture. Si on veut un effet maximum de bokeh, de flou d'arrière-plan, on pourrait se dire, on n'a qu'à chaque fois choisir le maximum possible, f1.4, 1.2 ou f2.8 selon l'optique. Mais en fait, il faut faire très attention puisque à ce genre d'ouverture, on aura très souvent qu'un seul œil de net et pas les deux, ou si on a un groupe, une seule personne sera nette et pas l'autre. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude, la gymnastique de dire quand je fais la photo de portrait, en fonction de deux paramètres, qui est la focale et l'autre du nombre de personnes, il faut ajuster l'ouverture. Sinon, on aura toujours des problèmes avec des parties visage qui ne seront pas nettes ou une personne seule dans un groupe est nette. Donc, typiquement, pour des focales entre 24 et 50 mm, je peux utiliser f1.2 ou f1.4, mais il faut que ce soit une personne seule de face, même pas de côté. S'il y a deux personnes, où la personne est trois quarts, je bascule déjà à f2 ou f2.8. Sinon, je commence déjà à avoir une des deux personnes qui est floue. Et si j'ai des groupes de 3-4 personnes, j'utilise au moins f4. Vous pouvez prendre une petite règle qui est, je choisis presque une ouverture en fonction du nombre de personnes. Une ouverture de 1 à 1,8, c'est bien pour une personne. À partir de 2, jusqu'à, c'est pour deux personnes. À partir de F4, c'est pour 3-4 personnes, quoi, comme un moyen mémotechnique. Et alors, si on arrive dans les focales 85-135 mm, là, on doit être encore un peu plus exigeant. Là, même pour deux personnes, il faut commencer à utiliser, par exemple, du F4. Là où au 35 mm, du 2,8 suffisait. Et prendre du 5,6, par exemple, quand on a 3-4 personnes. Donc ça, c'est une règle très importante. Et je vous montrerai des ratés, entre guillemets, où j'ai volontairement choisi parfois des ouvertures trop grandes, et on voit que seule une des deux personnes ou des trois personnes est nette. Est-ce que vous avez des questions pour ces réglages? Je ne vois aucune question qui rentre. Donc je pense que les gens veulent un peu voir avec les images ce qu'on est en train d'expliquer. Tout à fait. On va y arriver. Alors, le premier point que je voulais faire, excusez-moi, je vais vous montrer un exemple déjà de rafale faite avec le A7, le A1. Voilà, donc il y en a pour 1 minute 40. Donc là, j'étais en silencieux avec le Alpha One à 10 images par seconde. Et le fait justement d'utiliser une rafale et de dire à votre modèle, aux gens, allez-y, vous pouvez déconner, exprimez-vous, vous déplacez vers moi, tournez, etc. Ça permet finalement que la personne se lâche et sur une centaine de photos que vous allez faire en 10-15 secondes, il y en aura quelques-unes qui sont vraiment excellentes parce qu'on aura la personne les cheveux dans le vent, en train de sourire, ou de faire un petit saut, ou de se retourner avec les cheveux qui volent, etc. C'est à ça que sert ce genre de rafale, c'est vraiment à détendre les gens et avoir vraiment la photo très naturelle, etc. Donc ici, je vais lancer, vous verrez, ce n'est pas la vidéo, c'est vraiment les 10 images par seconde mises bout à bout. Lemon, apple, cherry, loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be? It's okay. And your smile is the OC. Loving you is a poem. Sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy coated heart melt.
Et toutes les photos ont été prises à pleine ouverture à f1.4. Hein. Ouais, ça suit bien. Ça suit bien. Là, au 50 mm à 1.2, il n'y a aucune photo de flou avec le Alpha One. Ah là, le cycliste. Voilà pour les exemples. Vous voyez, ça, on n'aurait pas pu le faire avec un autre appareil que l'Alpha One. En tout cas, je n'aurais pas pris le risque de faire des photos à f1.2 ou f1.4 avec un A7R4 ou un A7III. Il faut vraiment cette précision euh, pour shooter comme ça en rafale à pleine ouverture. J'aurais plutôt pris du F2 s'ils avaient un boîtier un peu moins performant. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a parfois plusieurs fois la même série. Donc, la personne au début essaye, bon, elle bouge comme ça, mais elle est un peu hésitante. Puis on lui montre quelques photos, elle voit que c'est pas mal, et puis on recommence une deuxième ou une troisième fois, et là, les personnes se lâchent un peu plus. Donc, n'hésitez pas, quand vous faites ça avec un ami ou avec un passant, vous avez discuté, si elle est de bonne composition, de refaire pas 5 fois, mais au moins 2 fois la série. Et en général, c'est lors de la deuxième série qu'on a les meilleures photos parce que la personne se lâche un peu plus. À partir de la troisième fois, elle commence à en avoir marre. Et donc ça, c'est un bon compromis. OK. Donc voilà, ça c'était des exemples de rafale avec le Alpha One. Alors, un petit mot encore avant de passer à la série de photos de détail. Les choses que je vais vous les dire. Donc, en termes de photos de rue, vous pouvez faire ça avec un ami, un modèle avec qui vous avez décidé de vous balader. De la photo posée. Donc, demandez à une personne, comme ça, de la prendre en photo. N'essayez pas des personnes avec des familles et des enfants, mais typiquement des couples ou des personnes ou des couples d'amis ou des bandes d'amis qui sont avec des smartphones, qui n'ont pas d'appareil photo. Elles sont parfois très contentes qu'un photographe leur demande de faire une photo avec un gros appareil et simplement leur dit en disant bah, je peux vous envoyer une très bonne photo par email, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut éventuellement ce genre de photo, c'est pas pour utiliser alors dans des concours ou des choses comme ça ou partager massivement sur Facebook. Mais en général, 50% des gens acceptent et sont ravis d'avoir une bonne photo, quoi. Voilà. Un petit point aussi dans la photo de rue, faites attention aux conditions lumineuses. Le pire moment, c'est à midi, mais parfois on n'a pas le choix. Si on a un soleil qui tombe, on a très souvent des trop forts contrastes sur les peaux avec des ombres sur les visages. Et vraiment, c'est très difficile à rattraper en post-production, même avec du RAW. Donc, si vraiment la lumière est très dure, essayez de trouver un coin ombragé et si possible, utilisez plutôt les heures matinales ou fin d'après-midi qui offrent une lumière plus douce et un peu plus rasante qu'une lumière tombante. Il y a également moyen d'utiliser les flashs et réflecteurs, mais là, ça commence à devenir un peu plus effrayant, en tout cas pour des passants. On peut faire ça avec un modèle, mais pas trop comme ça pour la photo de rue standard. Un petit truc aussi pour le cadrage, faites attention aux objets parasites en photo de rue, les poubelles, les déchets, les boissons, ou les gens qui sont là en train de stagner, euh, qui sont fixes en train de lire quelque chose ou sur leur smartphone pour ne pas gâcher votre photo avec des objets ou des personnes parasites. Et si vous faites de la photo avec des très grandes ouvertures, essayez de vous placer devant des devantures de magasins qui ont en général des spots qui feront des très beaux ronds de bokeh, quoi. Donc, c'est un peu, il faut aussi de repérer, si vous êtes friand de ces effets de ronds de bokeh, d'avoir des devantures de magasins, des lampadaires ou
des lampes qui, à une certaine bonne distance, pourront faire ces effets de bokeh. Donc, je vais passer maintenant aux photos d'exemple. Marc, est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, Est-ce que pour toi, quand tu fais les photos de portraits de rue, est-ce qu'il y a une saison que tu aimes bien ou tu aimes bien les quatre saisons? les 4 saisons ont leurs avantages et leurs inconvénients, hein. Donc, c'est ça qui est aussi le challenge. C'est en toute saison, essayer de trouver, je dirais, comment mettre en valeur un portrait, hein. Mhm. Mais j'ai aussi l'impression que tu es quelqu'un qui aime bien marcher. C'est en marchant qu'on voit justement, qu'on rencontre des gens. Donc, il faut, oui. Mais je dirais toute saison est bonne. Évidemment, sous la pluie ou en grand confinement, quand il n'y a personne qui sort, ce n'est pas l'idéal. Mais j'aime pas non plus trop le soleil plombant parce que c'est très difficile d'avoir des photos alors naturelles. Ou alors je vais alors dans genre la galerie de la Reine à Bruxelles qui est couverte parce que ça va tamiser la lumière. Donc il faut aussi essayer un peu repérer les lieux, quoi. Si on va souvent dans un même lieu, on connaît les bons spots. On finit par identifier, je dirais, le genre de personnes qui vont se laisser prendre en photo ou pas, à nouer un dialogue avec eux, etc. Et donc, voilà, ça, il faut pratiquer, ça s'apprivoise. Mais on peut faire aussi la photo de rue dans un lieu inconnu, en voyage, il y a pas de souci, c'est ça la découverte aussi, quoi. OK. Alors, je vous ai sélectionné quelques photos d'exemple du 14 mm au 600 mm. Voilà, ça c'était une photo faite avec le 14 GM. Donc, photo de groupe et on voit vraiment tout l'environnement. C'est vraiment une photo pour montrer euh, plus photo souvenir de voyage pour eux, mais qui montre l'environnement en valeur, quoi. Mais avec, vous voyez la précision, c'était pris à 1.8. Avec le Alpha One, on a une précision excellente sur les portraits. Alors, un 14 mm, ça peut servir à faire des photos fun, hein, de ce genre-là aussi, par exemple. Ou si on est en contre-plan, une photo, si elle est prise en bas et que la personne saute, etc., ça fera une photo d'action plus. Donc, ça peut servir à faire ce genre de photos portrait fun, évidemment avec des déformations qui ne sont pas très naturelles. Voilà un genre de portrait pris à 1.4 avec le 24 mm GM. Vous voyez qu'on arrive à vraiment bien flouter l'arrière-plan, Mhm. même à du 24 mm. Ou une photo en action. Donc pour les photos d'action, le 24-35 mm permet de cadrer assez large. Et comme on ne sait pas nécessairement où la personne va se déplacer, ça donne de la marge pour le cadrage par rapport à un 50 ou un 85, où là, en général, si la personne fait un mouvement imprévu, qu'elle est trop près, on rate le cadrage, quoi. Voilà un bon exemple de ce que je vous avais dit. Au 35 mm, cette photo a été prise à f2, mais vous voyez que la personne n'est pas exactement de face et c'est pris avec le 35 G Master. Un seul œil est net. Même si c'est une personne, ce n'est déjà pas f1.4, mais même à f2, vous voyez que le second œil est déjà flou parce qu'elle est très légèrement de côté, quoi. Donc là, typiquement, il aurait même fallu fermer f2.8 parce que j'étais assez près, quoi. Voilà, une autre prise de f2 et là, on a presque le second œil qui est net, mais de nouveau, euh, plus on est prêt, plus on aura une faible profondeur de champ et plus il faudra faire attention à fermer quand même un peu l'ouverture si on veut les deux yeux parfaitement nets. Voilà à 1.4, un autre portrait. Vous voyez vraiment tout l'arrière-plan est complètement flouté et on a une très belle qualité du flou d'arrière-plan. Alors là, c'est deux photos prises au 35 mm de la même personne, juste pour vous montrer les différences entre une optique haut de gamme et une optique milieu de gamme, hein. Le 35
f1.8 de Sony est excellent, il y a un piqué excellent, mais le rendu, ça ne se voit peut-être pas bien en zoom, mais le rendu de la peau est assez dur et marqué. Et le flou d'arrière-plan, ici, on voit les deux personnages, est un peu nerveux, il n'est pas super doux. Tandis qu'avec une autre optique plus haut de gamme qui est un peu plus douce, comme le 35G GM ou le Sigma F1.2, etc., on a un rendu plus doux. Donc, le 35 mm 1.8 de Sony est excellent en piqué, en photo de rue, mais si on veut vraiment l'utiliser pour du portrait-portrait, eh bien, le f1.4, même f1.8, donnera un rendu beaucoup plus doux, etc. Donc, si le portrait, c'est vraiment ce que vous recherchez, il faut faire attention à ces effets de qualité du flou d'arrière-plan. Est-ce que le rendu des peaux va être assez doux? Parce qu'on peut être piqué et avoir un très fort contraste qui n'est pas très flatteur pour les peaux, ou avoir parfois un très bon piqué, mais un rendu un peu plus doux et naturel pour les peaux. Voilà une autre photo à 1.4 avec les deux yeux parfaitement nets. Photo au 45 mm. Et là, vous voyez la différence de flou d'arrière-plan prise à f1.8 et à f3.5. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Voilà. Donc, à 1.8, on avait déjà les deux yeux nets, mais les paupières ne sont déjà plus nettes. À f3.5, on a quand même pas mal de profondeur de champ en plus, avec des sourcils qui sont également nets, etc. Donc, n'hésitez pas, quand vous faites des portraits comme ça, de les faire à faire du bracketing d'ouverture, c'est-à-dire prenez au maximum de l'ouverture, mais par sécurité, faites 2.8, f4 en plus. Ça peut sauver une situation, quoi. Un petit exemple d'une autre photo prise en 50 mm, cette fois-ci avec une optique manuelle. Donc, le portrait posé comme ça, quand vous êtes avec dialogue avec quelqu'un, se prête particulièrement bien aussi aux photos avec les optiques manuelles. Voilà une photo faite avec le Voigtlander 50 mm f2 qui a un rendu également extraordinaire en termes de piqué, de rendu de la peau et des contrastes. Moi, j'aime bien ces optiques manuelles parce qu'il faut prendre un peu plus son temps. Il faut nouer plus de dialogue avec la personne parce qu'on ne peut pas prendre une photo à la volée vite fait. Et voilà. Donc, c'est aussi, ça fait partie du plaisir de prendre la photo, prendre son temps, parfois de ne pas faire confiance à l'autofocus, mais affiner manuellement. Et avec le focus picking des Sony Alpha, c'est très, très facile de faire ça rapidement. Le 55 mm de Sony, le Zeiss, est également très bon pour des portraits et très discret pour la photo de rue. Hein. Il est vraiment discret, donc ce n'est pas très intrusif. Donc ça peut être pas mal aussi, parce que si c'est le 135 GM, il fait quand même son poids et sa masse. Il peut être plus effrayant qu'un Sony 55, par exemple. Donc, si les gens ne sont pas trop pour être pris en photo ou un peu n'aiment pas trop ça, un plus petit objectif est moins impressionnant pour eux. Ils vont plus facilement se laisser prendre en photo. Voilà quelques extraits de la fameuse rafale que je vous ai montré en vidéo. Et vous voyez que même à 1.2, tout est parfaitement net. Et j'ai peu extrait. Vous voyez, on a les cheveux qui volent, un grand sourire, des expressions naturelles. Et en portrait posé, ça c'est impossible parce que la personne ne sera jamais aussi naturelle que ça, quoi. Donc faire bouger les gens, etc., on a quand même des résultats qui peuvent être extraordinaires. Marc, est-ce que pour toi, ça, le Body A1, est-ce que ça a changé ton rapport avec les portraits de rue? Mais pour la photo en mouvement, oui, parce que avant, j'avais beaucoup plus de ratés si je faisais de la rafale comme ça. Même si les personnes virevoltent, tournent, ils récupèrent instantanément, je dirais, la mise au point. Là,
ou parfois, une fois sur quatre, il ne refaisait pas la mise au point directement avec d'autres boîtiers. Le fait de, même s'il y a des lumières, de pouvoir shooter en silencieux, même s'il y a des lumières artificielles, ça permet de ne pas effrayer les gens avec une rafale mécanique. Et euh, ce qui change aussi, c'est le confort de viser. Parce que le viseur est extraordinaire. Hein, c'est le même viseur que la 7S3 et encore même meilleur. On a un dégagement oculaire, une qualité de visée qui rend cette prise de vue portrait beaucoup plus confortable. Et aussi, en faisant la mise au point manuelle, on a vraiment quelque chose de très, très, très agréable dans le viseur, quoi. Donc, j'ai le A7R4 et le A1, mais je préfère utiliser le A1, même si je prends une optique manuelle, parce qu'il y a ce confort vraiment inégalé du viseur qui apporte un vrai plus vraiment au quotidien, quoi. Bien. Donc Marc, ça, j'ai c'est encore une vraiment... question de Dominique. oui. Voilà, c'est quelque chose qu'on parlait un peu juste avant le webinaire. Donc Dominique qui demande, est-ce que tu utilises un filtre dans certains cas pour les portraits? Plus en vidéo. Parce qu'en vidéo, pour respecter les bonnes vitesses d'obturation, là, j'utilise des filtres ND variables, hein, des Polar Pro par exemple, ou pour vous donner certains rendus particuliers, des filtres mixtes. Mais sinon, je n'utilise pas de filtre, plus pour la photo de paysage, etc. Ou en vidéo, là, oui, beaucoup plus régulièrement pour pouvoir justement filmer à f1.4, mais en gardant un centième de seconde. Si on shoot à du 50p, par exemple, là oui. OK. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, on est là pour ça. Voilà, alors là, pour vous montrer l'excellence du 50 mm 1.2, je ne sais pas si vous voyez, le rendu, les deux yeux sont vraiment parfaitement nets. C'est ultra précis tout en étant doux. Ce n'est pas agressif pour le rendu de la peau. Et on voit vraiment les micros, hein, la peau, tout le rendu de la peau est là, sans être. On a les détails, mais sans qu'ils soient trop présents. Donc, on a vraiment un rendu extrêmement naturel avec ce 50 1.2 GM pour les portraits. C'est vraiment. C'est un peu supérieur, je dirais. C'est vraiment le meilleur qu'on a. Moi, j'avais le 50 1.4 Zeiss. Le piqué est quasiment pareil entre les deux, mais il est plus rapide et le rendu et le bokeh est supérieur. Et vous voyez l'effet de séparation qu'on peut avoir. Il n'y a aucun post-traitement. Tout est flou. La personne se dégage bien de l'arrière-plan, mais sans que ce soit brutal. Il y a des belles transitions entre les zones nettes et le flou d'arrière-plan. Et elle se détache très naturellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a très rarement, quoi. Donc c'est vraiment un bijou, ce 50 GM pour le portrait. Voilà quelques autres exemples. Pour vous montrer les différences quand même de qualité, ici on a une optique Samyang qui est très bon pour son prix, un 75 mm, mais vous voyez que la forme des ronds de bokeh, c'est pas ça, quoi. Hein, c'est pas vraiment rond, on voit un hexagone et ils sont tronqués. C'est pas un bel ovale, donc voilà, une optique à 300 euros ne fait pas la même chose qu'une optique à 1000 euros, quoi. C'est sous ce genre de détails aussi que on a une optique qui est très bon dans tous les domaines ou qui a fait des compromis de taille, de poids, de qualité du flou d'arrière-plan ou du piqué ou de la F, etc., quoi. Voilà quelques photos prises vraiment à la volée avec un 85 mm. Et là, de nouveau, aucun problème de suivi de tracking. On a un beau flou d'arrière-plan. On a, Une chouette composition. on a ici, oui, avec le vélo. Mais de nouveau, là, j'ai pris un 1.4, mais finalement, il n'y a qu'une seule des deux personnes à 100% qui est nette. On voit que la mise au point était vraiment effectuée là sur l'œil. Mais je dirais pour une telle photo, on ne va pas regarder à du 100%. Donc, on a le bel effet. On a ces deux amies qui se détachent vraiment bien de l'arrière-plan. Elles sont nettes
en tout cas en regardant la vue globale, et on a l'animation de la rue qui est là avec ce vélo, et puis on devine qu'il y a une foule dans le lointain, quoi. Il y a ce détail vraiment bien. Même chose pour cette photo-ci, avec trois amis, de nouveau prise à 1,4. J'ai eu la chance qu'elle soit bien alignée, et on voit vraiment une belle scène de rue. Quelques portraits posés au 85 et en 1.4. Vous voyez qu'on a déjà beaucoup plus de compression, hein. On perd pour du portrait rapproché par rapport à un 35 mm qu'on avait pour la même surface occupée par le visage. On voyait quand même où on se situait, qu'il y avait des bâtiments derrière, etc. Au 85 mm, on commence à perdre ça. L'angle de vue est beaucoup plus restreint. Hein, on est vraiment plus focalisé sur la personne et on commence tout doucement à perdre l'information sur dans quel lieu on se situe, quoi. Voilà également une photo prise à 1.4. Donc là, j'étais un peu plus loin. Sinon, vraiment, j'aurais eu les autres. J'avais fait la mise au point sur la personne du milieu. Sinon, les deux autres auraient été flous si j'avais été plus près. Donc, en me rapprochant, je n'avais plus que deux personnes, j'ai fermé quand même à 2.2. Parce qu'à 1.4, ça aurait été flou, quoi. J'aurais vraiment eu qu'une partie d'un œil net. Pour deux personnes, il fallait vraiment fermer, quoi. Alors, là, un simple portrait pour vous montrer l'évolution du bokeh. La même personne prise à trois ouvertures différentes. Regardez bien les ronds qui sont ici. Prise à 1.4, prise à 2.5 et prise à f4. Vous voyez l'évolution. L'arrière-plan reste flou dans tous les cas, mais les ronds de bokeh deviennent de plus en plus petits, mais on gagne en termes de profondeur de champ. Hein, à 1.4, on n'a vraiment qu'un seul œil de net, l'autre est dans le flou. À 2.5, c'est déjà beaucoup mieux. Et à f4, on a les deux yeux parfaitement nets, quoi. Il faut vraiment, en portrait à 85 mm, fermer à f4 pour être sûr d'avoir l'entièreté du visage qui est net, quoi. Pour illustrer mon propos sur le choix de l'ouverture en fonction du rendu que vous voulez donner. Est-ce que vous voulez absolument avoir les deux yeux nets? Est-ce qu'il y a une ou deux personnes? Et faire varier l'ouverture en fonction de ça. Alors ici, quelques exemples d'un objectif un peu spécial de chez Sony, le 100 mm f2.8 STF, Smooth Transfocus, qui a une ouverture de 2,8, mais une transmittance de seulement 5,6. En fait, il a un filtre à l'intérieur, une sorte de filtre ND gradué, qui rend tout l'arrière-plan super doux. Vous voyez ici, vraiment, on dirait de la crème de lait, je dirais, du cappuccino, tellement l'arrière-plan est doux. Ce n'est pas flou et dur, c'est vraiment doux, quoi. Tout est diffus en termes de flou d'arrière-plan. On voit ici, vous voyez que les ronds de bokeh ne sont plus des ronds, c'est vraiment quelque chose de soft et de diffus, quoi. C'est Donc, vrai. c'est idéal pour les portraits et pour les photos de fleurs, etc. On a de superbes effets de flou, hein. Moi, j'appelle ça un flou d'arrière-plan cappuccino, vraiment super doux, super crémeux, quoi. Donc, ça, c'est une optique assez unique. Son défaut, c'est qu'elle n'est pas très lumineuse, parce qu'à cause de ce filtre Smooth Transfocus, en intérieur, ça monte dans les ISO très rapidement, parce que c'est un équivalent de 5,6 en termes de luminosité. Mais en extérieur, c'est une optique de rêve pour le portrait. C'est vrai que c'est un objectif qu'on n'a pas mis beaucoup en valeur. Non, il a un défaut, c'est à l'intérieur, ça va pas, ça monte trop dans les ISO, mais en extérieur, avec certains, quand on a les bonnes conditions lumineuses, les bons flous d'arrière-plan, si on fait ça sur un fond uni, on ne voit pas que son effet, quoi, hein. Il faut vraiment avoir le bon arrière-plan. Et pour les photos de fleurs, là, c'est excellent. Les photos de nature, d'objets, on a vraiment de très, très bons résultats aussi, quoi. Mais ce n'est pas de la photo généraliste. C'est vraiment portrait, objet,
pour avoir cet effet de flou. Voilà une autre photo, pas une photo de rue cette fois-ci, mais pour vous illustrer. D'habitude, quand on fait une photo avec des arbres, de la forêt derrière, on a toujours un arrière-plan assez nerveux parce que c'est très difficile de flouter le feuillage. Ici, il est très doux grâce à cette optique STF. Alors, une optique un peu spéciale, et j'espère que Sony la sortira, c'est le 105 mm 1.4, qui est un monstre en termes de taille, mais qui donne un rendu extraordinaire en termes de flou d'arrière-plan et de détachement des portraits par rapport au fond. On peut zoomer, vous voyez que il y a un piqué qui est excellent, vraiment, il y a plein de détails, mais le portrait se détache complètement de l'arrière-plan. Et on arrive à flouter, mais complètement tous les sujets environnants. Voilà une photo d'un couple. Elle a été prise quand même à 5-6 mètres. Tout l'arrière-plan, de nouveau, est flouté et se détache. Et le couple se détache vraiment très bien de l'arrière-plan. Alors là, j'ai voulu être trop aventureux. On voit qu'à 1.5, la mise au point ici est parfaite, mais son boyfriend était 5 cm en arrière, il est complètement flou. Donc de nouveau, là, j'ai voulu trop tirer, j'aurais dû au moins être à 2 ou 2.8. Donc je ne me suis pas appliqué ma propre règle. Mais sinon, vous voyez qu'il se détache de nouveau complètement de l'arrière-plan. Voilà quelques exemples faits avec une optique macro. Donc une optique macro 105 2.8. On a de nouveau un niveau de détail avec ces optiques macro extraordinaires et on arrive à que ce soit au 90 ou au 100 mm à 2.8, à avoir des très beaux flous d'arrière-plan et des très beaux résultats également pour du portrait. Donc si 2.8 vous suffit à 100 mm en général, c'est plus qu'assez. On peut avoir une optique qui fait et macro et portrait avec vraiment des détails très croustillants. Voilà, aussi toujours au 105 macro. Et on a un niveau de détail. Je ne sais pas si vous voyez, là, on voit les cils, les yeux, il y a vraiment tous les détails, alors qu'on est à un niveau de zoom assez élevé déjà. Encore une autre. Alors, l'optique crane pour le portrait, hein, c'est de rue. Et mon optique préférée pour le portrait de rue, c'est le 135 mm 1.8 G Master. On arrive à avoir ce floutage de l'arrière-plan, un superbe rendu des peaux. Vous voyez, quelques exemples. Mais c'est vraiment pour du portrait rapproché. Plus que 135 mm, le 200, on commence à perdre le contact avec le modèle, avec la personne photographiée. 135, c'est bien pour de la photo un peu, si les personnes ne savent pas qu'ils sont photographiés, si les personnes sont loin. Mais pour la photo d'une personne avec qui on est en train de dialoguer, 135 mm, c'est la limite parce qu'on commence à devoir élever la voix pour se faire entendre en rue, en tout cas, quoi. Mais sinon, les résultats obtenus avec un 135 mm en rue, vous voyez, là, il y avait des fleurs et puis il y a des passants derrière, mais tout est flouté. On a un superbe rendu. Voilà trois amies ensemble. Elles se détachent parfaitement du flou de l'arrière-plan avec un très bon rendu. Encore une autre prise au 135 mm. Encore au 135. Donc le 135 en portrait extérieur, pas très près, mais si on veut garder une certaine distance, c'est vraiment l'optique idéale pour du portrait. Quelques exemples pour vous montrer qu'on peut faire du portrait même à 600 mm. Ça, c'était fait avec le 600 mm f4. Bon, c'est un peu extrême, mais on a un superbe rendu aussi et tout l'arrière-plan est flouté. Par contre, on vous prend un peu pour un extraterrestre avec un tel objectif pour vous promener en rue. Ce n'était pas vraiment l'objectif qui a été fait pour, mais ça fait de superbes photos quand même aussi, quoi. Voilà. Également prise au 600 f4.
Alors, je termine par quelques exemples également de photos faites avec des zooms. Voilà pour un 24-70, le 2.8 G Master. Un autre fait avec des 70-200. On obtient également de très bons résultats à 2.8 et avec cette flexibilité de pouvoir zoomer si on ne peut pas se déplacer, etc. Mais personnellement, je préfère le travail avec des focales fixes qui forcent à cadrer, à s'avancer, reculer, plutôt que la facilité d'un zoom. Même si, quand je pars en vacances, je prends plutôt des zooms pour la facilité d'utilisation parce que je ne veux pas transporter mes 5 focales fixes. Mais si je sors pour faire de la photo de rue, de portrait, là, je prends mes focales fixes pour avoir vraiment la flexibilité de passer de 1.4 à f4 et pour me forcer à chercher le bon cadrage et établir cette relation avec les personnes photographiées. Voilà. Voilà, nous avons fait le tour des photos d'exemple. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des commentaires. Voilà, je regarde si vous avez encore des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Marc, de nous faire partager toutes ces photos et de ton expérience de portrait de rue. C'est quand même, je pense qu'aussi que faire des portraits de rue, c'est quand même aussi quelque chose où on parle aux gens. Je pense que ça aussi, Mhm, c'est très, très important. Euh, tout à fait. C'est ce qui permet de voir, de rencontrer des gens, que ce ne soit pas toujours votre femme, vos enfants. Ça force à se remettre en question aussi, à dialoguer, pas juste non plus faire que des photos volées ou des photos comme ça. C'est et aussi écouter des une histoires, recherche. et écouter des histoires des gens qu'on rencontre. Je pense Mhm, que ça aussi, ça fait le charme mhm. des portraits de rue. Oui, tout à fait. J'ai une question. Est-ce que tu fais aussi parfois des photos en noir et blanc ou c'est une domaine que tu as déjà fait et que Je tu... fais aussi pas mal de photos en noir et blanc, mais plutôt quand je fais du studio ou selon les portraits que je fais. Par contre, pour les photos que je fais très souvent pour mes tests d'objectifs sur le blog, euh, je prends la photo brute en couleur, justement sans forcer les couleurs, sans corriger les couleurs pour voir le rendu tel quel, je dirais. Et si les couleurs sont fades, je les laisse fades pour montrer le rendu naturel de l'objectif. Donc la plupart des photos que je montre ici ou qui sont dans mon blog pour les tests, il n'y en a quasiment aucune en noir et blanc pour montrer le rendu natif, je dirais, de l'objectif. Même si pour des photos plus personnelles, là, j'utilise plus du noir et blanc. Et là, je traite ça en Silver FX Pro en général, qui est mon plugin préféré pour le noir et blanc, le plugin de la série DxO Sonic. Mais c'est plus pour du travail alors personnel. Pour les tests, c'est plutôt couleur pour le rendu naturel de l'objectif. Ouais. J'ai encore une question de Chris qui se demande naturellement, moi je pense que tu t'en as parlé quand même au début du webinaire, si c'est pas toujours difficile pour obtenir les autorisations des gens. euh, Ben, il ne faut pas. Bon, il y a les profils qui vont toujours refuser. Donc, ça, il faut un peu essayer. Et après, on commence à profiler, entre guillemets, un peu les gens, à savoir. Donc, jamais les familles, je ne demande même pas. Parce que comme il y a les droits des images des enfants, ce n'est pas la peine. Par contre, ce qui m'est arrivé régulièrement, c'est que je suis en train de faire des portraits de couple d'une autre et qu'une famille m'aborde, me demande si je peux pas faire une photo d'eux et de leur enfant. Dans ce cas-là, oui. Mais spontanément, je ne vais pas prendre des photos d'enfants à la volée, ni de famille, etc., ni même leur demander. Okay. Si les photos, si quelqu'un se promène avec un réflexe, etc., ce n'est pas la peine de leur demander non plus. Hein? Donc, les personnes, les touristes asiatiques, moins. C'est les gens pressés qui vont d'un pas pressé, c'est pas la peine non plus. Hein. Vraiment, si vous voulez être sûr d'avoir un taux entre guillemets de réussite
quand vous abordez les gens, c'est typiquement allez, des gens entre 20, pas prendre des mineurs non plus, donc entre 20 et 40, 35, 40 ans. Au-delà de ça, ils sont moins photos, selfies, etc. Et très souvent, des gens qui se prennent en smartphone, mais qui ne sont pas contents, vous voyez, qui chipotent, qui ne sont pas là. Eux, en général, sont assez réceptifs à avoir quelques photos, des amis qui traînent un peu, qui ont le temps, qui sont là, qui déconnent. Eux sont bons. Et puis, les rassurer directement, pourquoi est-ce que vous voulez faire une photo? Ah, je teste un objectif ou voilà, mais leur expliquer directement que ce n'est pas pour des fins marketing, que ce n'est pas pour ceci, etc., pour les rassurer, quoi. Et vous allez essuyer, selon les jours, moi j'ai environ 50% de refus, quoi. Mais 50% qui acceptent. Donc ça prend du temps aussi de demander, de voir, etc., quoi. Je pense aussi avec le temps, avec l'expérience, on commence aussi à facilement cibler les Voilà, et puis quand je ne veux pas utiliser ça pour des raisons de marketing, je ne l'utilise pas pour des raisons de marketing, quoi. Si je veux quelque chose pour un concours, eh bien, je vais plus aller avec une amie qui accepte ou alors vraiment faire une séance de shooting avec un modèle professionnel. C'est mon image pour la session de shooting parce que soit c'est une collaboration, soit elle est payée pour vraiment faire des photos. Je pourrais alors utiliser pour des concours, etc., quoi. Ici, pour chacune des photos, je leur ai dit, bon, les photos seront utilisées dans un blog, voilà, mais elles ne seront pas pour faire la promotion d'un objectif dans une brochure Sony. C'est pour ceci, cela. Ce ne sera pas partagé en masse sur Facebook. Ce sera utilisé peut-être dans un webinaire une ou deux fois et sur un blog, et puis c'est tout, quoi. Est-ce qu'il demande alors aussi parfois de vérifier ton bloc? Tu montres aussi avec ton smartphone alors le bloc que tu présentes? Ou est-ce que... Mais très souvent, ce qu'il faut faire, la première photo est la plus dure, parce qu'il faut faire une ou deux belles photos. Et quand on a une belle photo de portrait, quand on aborde les gens, on peut dire, voilà, je voudrais faire quelques photos de vous, de ce genre-là. Et quand les gens voient une super photo qui a été faite juste avant, ça déclenche. Très souvent, le oui. Euh, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, c'est de rencontrer des gens qui... Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des Sony Alpha. Et donc, il y a des gens, ah, vous êtes Sony Alpha Blog. Donc, j'ai déjà eu le cas au moins 5 ou 6 fois en testant des objectifs que j'ai des gens qui connaissaient le blog ou qui avaient un Sony qui voulaient savoir plus, etc., quoi. Donc, elles étaient amusées et ravies de se prêter au jeu. Elles lisent le blog et puis elles vont se retrouver dans le blog aussi en portrait, quoi. Hmm. On fait tellement de conseils. Et qu'est-ce que vous conseillez comme appareil photo en plus ou ceci, cela et pourquoi et comment, quoi. Mais peut-être c'est une idée, hein, Marc, qu'on te suit une fois pendant que tu fais tes balades avec le test des objectifs. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était amusant de tomber allez, au moins 5 ou 8 fois sur des gens qui connaissaient ça, mais sinon, voilà, c'est des rencontres avec des touristes, avec des locaux. Et voilà, quoi. Il faut juste être, il faut pas être agressif, il faut être sympathique. Et puis, si la personne ne veut pas, aucun souci, bonne journée, belle visite. Et voilà, quoi. Et pour l'envoyer, je leur demande à chaque fois, j'ai juste besoin de votre adresse email et je vous envoie les photos dans les 2, 3 jours. Voilà, juste pour info, pour les gens qui ne connaissent pas encore Marc Aladef, il a un site internet en fait où il vérifie beaucoup d'objectifs sur des caméras Sony et des autres accessoires aussi, où il teste des objectifs, des accessoires et qui vous explique comment ça fonctionne Voilà. et la qualité, ce qu'il pense. Et donc n'hésitez certainement pas regarder son blog parce que c'est vraiment, voilà, Il y a environ 300 optiques pour Sony qui sont testées dessus. Donc, si Ouais. vous cherchez les comparatifs, les exemples, hein, tous ces photos qui sont là, j'en ai environ 15 000 qui sont libres de téléchargement. Ça vous permet de voir le rendu de chacune des optiques. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de faire toujours dans les mêmes endroits, pour que vous ayez une base de comparaison pour ces choix d'optique. Il y a vraiment un choix énorme et il y en a vraiment pour toutes les bourses, pour tous les budgets, pour tous les goûts.
Il y a vraiment un très bon choix. C'est un des plus grands points forts de la monture Sony, c'est ce choix d'optique phénoménal. Je pense qu'on est à 70, 70 De quoi? d'objectifs. Chez Pas ça. Objectif de la marque Sony, on est à 70, oui, 70. Oui. Par contre, avec toutes les optiques natives Sony, mais des montures tierces, hein, je parle des Sigma, Samyang, Voigtlander, etc., on est à plus de 300. Donc, C'est déjà une belle armoire. il y a le choix, quoi. Donc, mais les optiques Sony sont parmi les meilleures. Des Sony pas encore faites, qui sont ultra spécialisées, donc là, il n'y a pas le choix. Mais majoritairement, surtout les derniers Sony Master, en termes de qualité, de rendu, de bokeh, de poids, de compacité aussi. Donc, J'ai encore une voilà. question, Dominique, Marc, et après ça, on doit un Oui. peu clôturer le webinaire. Et en fait, c'est une domaine, je ne sais pas si tu le fais, mais vas-tu faire un webinaire sur les photos de mariage? La réponse est non, parce que je trouve les mariages temps. Hein, ça n'a pour moi, enfin, je n'ai pas besoin de gagner ma vie avec des photos de mariage, donc je n'aime pas trop ça, même si je fais de temps en temps pour dépanner. Donc je préfère faire du portrait libre, de la photo de studio, etc. Et donc je ne serais pas la bonne personne pour de la photo de mariage. C'est pas ma tasse de thé spécialement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer, en tout cas pas pour l'instant. T'as mieux profité du mariage même. Voilà, profiter du mariage ou faire des rencontres dans la rue, plutôt que faire toujours le même genre de photos, la mariée, du ceci, de la signature, etc. Et ça rapporte, entre guillemets, en termes pour un photographe, c'est une source de revenus, mais artistiquement, je ne m'y vois pas, quoi. J'espère aussi pour toutes les photographes de mariage que ça reprend et qu'ils peuvent tous de nouveau exercer leur travail. C'est Il y aussi. a moyen de faire de très belles choses, mais il faut avoir la fibre pour. Et donc, voilà, autant faire les choses qu'on aime bien faire pour le faire bien, avec art, etc. Mariage, personnellement, ne m'intéresse pas trop, donc je préfère ne pas faire de la mauvaise qualité. Et je laisse ça à d'autres qui sont doués, moi, dans ce domaine-là, quoi. Ok, ben super. Il y a encore Chris qui demande encore. Est-ce qu'il fait signer est-ce que tu fais signer des autorisations de rue dans la rue? Non, je ne fais pas. Euh, je le fais quand c'est avec un modèle, parce que quand je vais l'utiliser pour des concours, etc., là, oui. Mais comme est assez limité au blog, etc., en général, les gens sont OK. Et euh, j'ai eu une seule fois une personne qui m'a demandé d'enlever une photo de couple, mais ils m'ont dit après que c'était un couple illégitime et donc ils ne voulaient pas de photos entre deux. Les photos individuelles, oui, mais pas la photo de eux deux ensemble. Ils avaient préféré, ils se sont rendus compte par après qu'il valait mieux l'enlever. Euh, Ça mais pouvait. sinon, je n'ai jamais eu de demande d'enlever une photo, mais je le dis où c'est publié et je leur donne les photos. Donc, si vous comptez par contre la publier partout sur Facebook, etc., là oui, demandez une autorisation écrite, etc. Mais si c'est pour votre propre site ou un blog ou des choses comme ça, ou un portfolio, en général, c'est bon. Mais pour une utilisation plus large, là oui, je fais des signatures. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, à nous expliquer comment tu fais tes portraits de rue. Pas de souci. Et merci beaucoup de les montrer, surtout avec les différents objectifs, surtout avec tes photos, avec les différents types d'objectifs. Ça montre très bien et très clair les options qu'on a euh, Mhm. et comment on peut être, comment on dit en anglais, the approach, la rapproche, pour se balader dans la rue, pour prendre des photos des gens dans la rue. Donc, Un petit conseil, exercez-vous, cherchez les différentes ouvertures, regardez les effets
sur la profondeur, essayer de rechercher les effets de bokeh éventuellement. Il faut s'exercer et n'hésitez pas à faire différents réglages. Et comme ça, on progresse. Voilà, et contacter les gens, vous allez vous prendre des râteaux les premières fois et après, ça va aller de mieux en mieux, quoi. Ah, ok. Mais merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente soirée. Marc aussi, je te remercie Merci. beaucoup pour Bonne préparer soirée. cette présentation.